Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les taches de sang sont encore visibles dans le sable ce matin à Bondi Beach, cette plage de Sydney en Australie, où 15 personnes ont été tuées, 40 blessées hier par 2 terroristes en pleine fête juive de Hanouka. Une attaque contre des Australiens juifs est une attaque contre chaque Australien, a déclaré hier le Premier ministre Anthony Albanese. Les drapeaux du pays sont en berne aujourd'hui et de nombreuses personnes sont allées se recueillir sur les lieux de la fusillade. Et un Français notamment fait partie des victimes. Oui, Dan El Kayam, 27 ans, analyste informatique installé en Australie depuis 1 an. Il avait grandi au Bourget en Île-de-France où un temps de recueillement sera organisé selon le maire. La communauté juive de France est bouleversée par cet attentat antisémite. Hier, ils étaient une centaine rassemblés devant l'ambassade d'Australie pour un hommage. Reportage Antoine Bienvaux. Devant l'ambassade d'Australie, à plus de 16 000 km de la barbarie qui a frappé Sydney, ils sont une centaine, majoritairement de confession juive, à être venus témoigner de leur soutien. Très émue, Sarah tient dans ses mains une pancarte avec ces mots « Tous unis face au terrorisme ». Envie de montrer qu'on résiste. Je suis de confession juive et je ne vais pas rester chez moi assise à rien faire. Qu'est-ce que je peux faire à part être là? Pas grand-chose, donc je vais déjà faire ça. Sur une petite table flanquée du drapeau australien, une bougie, celle de la fête juive d'Hanouka, est allumée sous les yeux de Léa Hanoun, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Encore une fois, à l'occasion d'une fête juive, les juifs sont attaqués. Et en fait, ce qui se passe en Australie résonne beaucoup ici parce que le facteur commun de cette montée de l'antisémitisme est la libération de la parole antisémite. Un antisémitisme grandissant qui inquiète aussi Carole, presque émue aux larmes. Tristesse et colère mélangées. La réaction n'est pas nouvelle, elle est tellement fréquente depuis 2023. Une crainte pour nous en permanence et surtout pour nos enfants. Une peur qu'elle a pourtant réussi à surmonter pour venir rendre hommage aux victimes de Sydney. Antoine Bienvaux, notez qu'en France, après cet attentat, la sécurité est renforcée aux abords des synagogues, demande hier du ministre de l'Intérieur. La colère agricole ne faiblit pas face à la dermatose nodulaire. On a peur que la maladie se répande plus vite que la vaccination, dit ce matin sur Europe 1 le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux. Et c'est justement pour apaiser les tensions et lancer officiellement une vaste campagne de vaccination que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se rend cet après-midi à Toulouse. Mais le comité d'accueil s'annonce explosif. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Occitanie, en direct de Carbone au sud-ouest de Toulouse. Vous êtes sur le point de blocage de l'A64, toujours entravé par les tracteurs des Ultras, Wilfried. Oui, un blocus qui dure depuis vendredi soir et je suis avec Cédric Baron. Il est éleveur à quelques kilomètres d'ici. Il fait partie de cette association des Ultras. Bonjour Cédric, cela fait 3 jours maintenant que vous bloquez l'A64. Quel est votre état d'esprit ce matin? Vous êtes toujours déterminé à occuper le terrain? Et bien sûr. On est en place, de toute façon, on n'est pas prêt à partir. On s'est fait connaître grâce à cette autoroute il y a 2 ans. Donc on est revenu à cette place. Oui, après, ici c'est central par rapport à la problématique qu'il y a en Haute-Garonne et aux alentours. Et on ne veut pas aller dans les élevages. Nous sommes des professionnels, on sait que la maladie, on peut la porter chez nous. Donc ici, en fait, on se protège aussi. Donc on manifeste, mais en se protégeant de ne pas la propager. Cédric Baron, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va se rendre à Toulouse cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de sa venue? Déjà qu'elle nous invite. J'ai peu d'espoir qu'elle nous annonce des trucs que nous on attend en fait. C'est pas, elle ne va pas réussir à nous satisfaire complètement. Bon, les vaccins arrivent, on va vacciner, mais il faut stopper l'abattage massif. Il faut mettre bien sûr les troupeaux en quarantaine, essayer de les surveiller au mieux possible, abattre bien sûr les animaux malades de suite, mais arrêter l'abattage massif. Merci Cédric, et les éleveurs à qui je parle depuis 3 jours guettent avec angoisse la dermatose qui se rapproche. Une suspicion de cas a été détectée à quelques kilomètres seulement de l'exploitation de Cédric hier. Merci Wilfried de Villers. Notez que les voies sont également bloquées sur l'A63 entre Bordeaux et Bayonne. À craindre également ce matin, selon Vinci Autoroute, des perturbations sur l'A709 près de Montpellier. Dans ce contexte explosif, Emmanuel Macron a demandé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un report de l'examen de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui doit avoir lieu cette semaine. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Une nouvelle semaine sur le grill pour l'audiovisuel public. Mercredi, c'est la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui sera entendue par la commission d'enquête parlementaire.
parlementaires. Les députés veulent savoir si les médias publics respectent l'impartialité qui leur incombe. Ils veulent aussi faire la lumière sur une question polémique. La direction de France Télévisions a-t-elle, oui ou non, fait pression sur la Cour des comptes pour qu'elle retarde la publication de son rapport, pointant le déficit abyssal du groupe, afin de permettre à Delphine Ernotte d'entamer un nouveau mandat, Maya-Hélène Trémollet? C'est un mail que le rapporteur de la commission Charles Aloncle affirme avoir consulté et qui réclamerait un décalage du rapport de la Cour après la reconduction de Delphine Ernotte en 2025. 2, 3, 4 fois interrogé à ce sujet, le représentant de la 3e chambre de la Cour des comptes s'emporte et répond systématiquement à côté. On n'a rien décalé. Je vous ai dit que notre procédure a été suivie. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. Notre procédure, je vous en ai donné le détail. On n'a rien décalé. Auditionné à son tour, Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télé et présumé auteur du fameux mail, refuse à son tour de répondre précisément, préférant se protéger derrière un éventuel oubli. J'ai immédiatement regardé dans ma messagerie si un tel message avait pu échapper à ma vigilance. Je ne l'ai pas trouvé. Je considère que je n'ai envoyé aucun message de ce style à la Cour des comptes. Une question qui devrait être posée à nouveau cette semaine, cette fois au directeur des programmes de France Télé, Stéphane Sidbon-Gomez, le proche de Delphine Ernotte, dont l'audition est attendue ce jeudi. Maya-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron, lui, va se rendre à Marseille demain, plus d'un mois après la mort de Mehdi Kessassi. Le chef de l'État veut montrer qu'il prend la lutte contre le narcotrafic à bras-le-corps. Trafic de drogue qui fait vivre un enfer aux habitants, mais aussi aux entreprises. Il y a 2 semaines, l'opérateur Orange avait notamment dû fermer son site du quartier de Saint-Mauron face aux violences entre bandes rivales. Ses salariés ont dû faire du télétravail. Ils retrouvent leur bureau aujourd'hui sous étroite surveillance policière, mais ils restent méfiants. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. L'ambiance est loin, très loin d'être sereine parmi les salariés d'Orange. Ce matin, rapporte la déléguée CFE-CGC du personnel à Nadège Poète. Alors c'est un mélange d'inquiétude et de colère. C'est pas du tout sécurisant. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a fermé et aujourd'hui où on ouvre? Il y a eu 2 blessés par balle. Voilà ce qu'il y a eu. Donc c'est vrai que tout ça, ça ne crée pas une ambiance très détendue pour aller travailler, c'est clair. On suppose qu'on va avoir une présence policière accrue. Un dispositif policier est effectivement déployé aux abords du site depuis ce matin. Des vigiles sécuriseront également l'accès au métro, mais est-ce suffisant? Non, estime ce salarié en charge des questions de sécurité au travail. Selon lui, tout le monde ne regagnera pas son poste dans les locaux de Saint-Mauron. La totalité, peut-être pas. S'ils sont en difficulté mentale, je pense qu'ils resteront chez eux. La plupart, ils ont quand même une appréhension, évidemment. C'est-à-dire, vous avez encore l'image de ces fusillades, donc ils ont quand même une appréhension. C'est toujours tendu à l'extérieur. Pour moi, il n'y a rien qui change. Et alors qu'un audit est en cours pour compléter ce dispositif de sécurité, la préfète de police viendra à la rencontre des salariés ce matin. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. En Algérie, un nouvel espoir pour le journaliste français Christophe Glaise. Après sa condamnation à 7 ans de prison par la cour d'appel de Tizi Ouzou le 3 décembre dernier pour apologie du terrorisme, ses avocats ont annoncé hier soir son pourvoi en cassation. Et sa mère a écrit au président Abdelmadjid Tebboune pour demander la grâce de son fils. Et puis aux États-Unis, une enquête pour homicide ouverte après la mort de Rob Reiner. Le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, âgé de 78 ans, et son épouse. Et puis nous sommes le 15 décembre, à 10 jours de Noël. N'oublions pas la magie des fêtes. Vous réfléchissez peut-être déjà à votre menu du réveillon, Dimitri? Vous savez ce que vous allez manger? Au classique, ça va être assez classique, je pense. Chapeau, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ce sera fabuleux. Des mets qui seront assurément saupoudrés d'amour et de joie, et c'est ça l'essentiel. Pour le reste, Alexis Bourdon nous emmène au marché de Rungis. C'est le premier épisode de notre série À la table des fêtes d'Europe 1. Dans les allées du plus grand marché de produits frais au monde, mollusques et crustacés sont de retour en grande quantité. Après 2 années difficiles, le plateau de fruits de mer pourrait bien être la star de nos entrées, selon Véronique Gilardot, grossiste à Rungis. Chaque famille en fait l'adapte à ses goûts. La famille qui a moins envie d'huîtres, ils vont mettre plus de crevettes, des langoustines, des crabes. Ça permet de répondre à tous les budgets, d'avoir un repas assez facile, sans trop de travail. Direction le marché de la volaille et le stand d'Éric pour le plat de résistance. Et pour ce producteur, le chapon tient la corde pour être au menu de nos réveillons. C'est vraiment le produit phare qui se rapproche du poulet. Et le poulet, tout le monde aime le poulet. On est sûr qu'on va faire plaisir à tout le monde. Si vous le cuisez même un petit peu trop fort, il va rester quand même moelleux. Pour le chef Nicolas Salle, la bûche sera sur toutes nos tables, mais cette année, la tendance est à l'audace avec des parfums qui sortent de l'ordinaire. Le fruit de la passion, le fruit rouge, la mangue, le coco, la noisette, la cacahuète. Et on peut arriver effectivement à avoir énormément de diversité. Il faut sortir de la zone de confort. Bonne nouvelle pour votre portefeuille, les professionnels ne prévoient aucune augmentation de prix. Alexis Bourdon. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.